Que faire des harkis à la fin de la guerre d'Algérie? C'est le rapatriement en France. Sinon, ils étaient exécutés en Algérie. Je suis venue avec ma maman en 1961, ici en France. Dans l'ombre des pages les plus sombres de l'histoire de France, il y a les harkis. Des milliers de familles reléguées dans des camps de fortune en France après la guerre d'Algérie et condamnées à une existence précaire. Alors aujourd'hui, à travers le récit de Lila, nous allons découvrir ou redécouvrir ce chapitre méconnu de l'histoire. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast? Contact @lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde et bienvenue dans La Petite Histoire. Je suis Florent Mounier et aujourd'hui c'est un épisode spécial de La Petite Histoire dans lequel Lila nous parle de son parcours depuis son départ d'Algérie jusqu'à aujourd'hui, depuis ses souvenirs d'enfance jusqu'à cette quête d'identité. Élevée par sa mère Kelidja dans l'un de ces camps de fortune en France, Lila se souvient du froid mordant, de la promiscuité insupportable et du silence accablant qui entoure le sort de sa famille. L'arrivée au camp, les conditions de vie difficiles, la première sortie du camp, la vie après le camp, puis la reconstruction. Un récit de Lila qu'Alice Guillonnet a rencontré pour La Petite Histoire. Je suis née le 15-12-61 en Algérie, en Grande Kabylie, d'une mère harki, assimilée, et d'un père que je ne connais pas. Un harki assimilé, comme ma maman, c'est des gens qui ont servi l'armée française, mais qui n'ont pas porté d'armes pendant la période de la guerre d'Algérie. Je quitte l'Algérie, j'ai à peine 5 mois. Avec ma maman. On part d'Algérie, d'Alger, et on va direction Marseille. Et de Marseille, on nous rapatrie jusqu'à Perpignan. On arrive au camp de Rivesaltes le 23 juin 1962. Ma maman, elle travaille chez un couple de médecins du camp en tant qu'aide ménagère. Et ce couple, ils se sont bien occupés de ma maman ainsi que moi. Ils ont pris soin de moi pendant que ma mère elle faisait leur ménage chez eux. Et une fois, ils lui ont proposé de l'argent pour pouvoir m'adopter. Alors ma maman refuse cette somme d'argent. Quelques mois après, elle est tombée enceinte d'un enfant. Elle a accouché au camp de Rivesaltes. Les médecins de cette époque-là l'ont récupérée. Ils l'ont amenée dans la pièce d'à côté et ma maman, elle entend ses pleurs et elle leur demande de voir le bébé. Alors les médecins viennent la voir en lui disant que cet enfant malheureusement est décédé. Ce bébé, je ne peux pas le voir. Elle me parle toujours de cet enfant qu'on lui a retiré. Maman pense que ce couple de médecins lui ont volé son enfant. Puisqu'ils ont voulu m'adopter. Deux ans après, on nous change de camp et je vais au camp de Saint-Maurice-l'Ardoise, dans le Gard, en Occitanie. On arrive dans ce camp. Mes premiers souvenirs du camp de Saint-Maurice-l'Ardoise, c'est les barbelés, un mirador avec un garde champêtre qui surveillait. La vie dans ce camp est très rude. Les douches sont à l'extérieur, mélangées avec des personnes âgées, femmes, enfants. On se douche tous dans les mêmes douches. On a très froid. L'eau elle est à moitié tiède. On doit courir pour se réchauffer, pour aller directement dans nos baraques, pour se réchauffer devant notre poêle. Dans la plupart des baraques, on a 2 pièces,
une pièce avec un poêle et un évier pour pouvoir faire notre petite cuisine et puis se réchauffer. Et l'autre pièce, c'est une chambre. Quand il pleut, il y a de l'eau qui coulait des plafonds et on met des petites bassines. Et pour nous endormir, ça me berçait. C'est tellement humide, je collais pas les lits contre les murs, je collais des journaux sur le mur pour enlever cette humidité. Et les toilettes, toujours à l'extérieur, une peur d'aller aux toilettes. Ces toilettes insalubres, pas d'eau et d'électricité, parce qu'on a des coupures d'eau et d'électricité. Les toilettes, c'est une infection, les odeurs à avoir la nausée. Et alors du coup, ma maman, à la dernière minute, elle a pu se récupérer un pot de chambre, des seaux qu'on met à l'extérieur par rapport aux odeurs. Vu qu'on ne pouvait pas tirer des chasses, qu'on n'avait pas assez d'eau, il y avait des asticots de partout. Voilà. Alors comment voulez-vous faire vos besoins tranquillement? Pas possible. Pas possible. Dans le camp de Saint-Maurice-l'Ardoise, maman a un deuxième bébé, une sœur, Gila. Ma sœur faisait pipi au lit parce qu'elle ne voulait pas sortir dehors aux toilettes collectives. Certains enfants meurent dans les camps du manque d'hygiène, de soins adaptés aux enfants. Et on ne sait pas où est-ce qu'ils ont été enterrés. Moi et les enfants du camp de Saint-Maurice-l'Ardoise, on est des enfants très rebelles. On n'accepte pas les conditions de vie qu'on a au camp de Saint-Maurice. On se mettait derrière les barbelés, on prenait des cailloux et on lance des cailloux à celui qui lance le plus loin possible, mais contre les voitures de l'extérieur. Parce que pour nous, c'est une injustice, vu qu'on est enfermé et qu'on n'a pas le droit d'être à l'extérieur. C'est une forme de vengeance. Les parents, pour eux, c'est interdit, mais strictement interdit de jeter des cailloux, de ne pas respecter les Français, comme on dit, les Français. Et en plus, on n'a pas le droit de dire ceci ou cela, parce qu'eux, ils ne voyaient pas les choses de la même façon que nous, parce qu'eux, ils arrivent d'un pays où c'est la misère, c'est la guerre, et la peur, parce qu'il y avait quand même pas mal de répression là-bas. Pour eux, c'était qu'il ne fallait pas qu'on fasse ça. Et on est punis, très punis. On se faisait vraiment gronder. Ma maman, elle me dit, non Lila, ne fais pas ça, parce que les Français ils nous ont accueillis ici au camp de Saint-Maurice. On doit être reconnaissant envers eux, mais nous, on ne voit pas les choses de la même manière. On n'a pas le droit de sortir du camp sans autorisation de sortie. Alors les autorisations sont données pour si avec un motif très important. Voilà, aller voir un spécialiste, vraiment si vous êtes très malade. Il y a eu une personne qui s'est échappée du camp. On l'a arrêté. Il a été torturé et il est décédé et on l'a retrouvé dans un puits. Il y a aussi des moments de joie au camp, quand il y a des mariages, des baptêmes, et puis ces périodes de fêtes musulmanes. Hein, voilà. Pendant ces périodes de joie au camp de Saint-Maurice, il y avait quand même ce silence. Tout le monde parle de tout, sauf la période des événements en Algérie. Et quand il parle de quelque chose sur les événements de l'Algérie, c'est pour
pour rigoler surtout, pour des petites anecdotes d'officiers ou de soldats, quand c'est quelque chose d'agréable. Voilà. C'est le silence absolu. Même ma maman ne pouvait pas parler de tout ça. Dans les camps, il y a une grande solidarité au sein de la population. On allait chez tout le monde. On pouvait manger, même si c'était qu'une galette avec un peu de sucre. Voilà, c'est tellement agréable d'aller chez l'un, chez l'autre. À 6 ans, je vais à l'école, dans le camp de Saint-Maurice. On est mélangé, il y a tout âge. Et pas d'école maternelle, direct le CP. On essayait de nous apprendre à lire et à écrire. Très très compliqué, parce que c'est pas trop de moyens aussi au niveau scolaire. La lecture, c'est Toto. C'est les premiers mots que j'ai commencé à lire. Pas d'art plastique, pas de peinture. C'est pareil, ce froid, parce que ce sont quand même des baraques en préfabriqué, pas trop chauffées. Les enseignants, ils ont tout fait pour nous aider, parce que ces enseignants, ils étaient là pour faire leur possible pour qu'on puisse évoluer au niveau scolaire. Ma mère, qui n'a jamais fréquenté l'école, parmi tous ces anciens du camp, elle est fière, très fière de voir que je vais à l'école, parce qu'elle n'a pas connu l'école. Quelques années après, ma mère a eu un enfant, une petite fille, Jacqueline, d'un père décédé au camp. Et maintenant, on est 4 dans notre baraquement. La première fois que je sors du camp, je vais à Bagnols-sur-Cèze, au marché. Alors je sors du camp toute fière. Déjà en partant, j'étais collée quand même à la vitre. Parce que je commençais à découvrir l'extérieur du camp. Et quand on est arrivé à Bagnols-sur-Cèze, quand je suis arrivée à Bagnols-sur-Cèze, j'ai été estomaquée. Parce que la question que j'ai posée à ma maman, je lui ai dit Yima, parce que Yima ça veut dire maman en kabyle. Je lui ai dit Yima, mais on est où là? On est en France. Ma maman elle me dit mais Lila, mais au camp on est quand même en France. Mais pour moi c'était pas possible, impossible. Pour moi je découvrais vraiment que la France c'était à l'extérieur du camp. Que le camp c'était le Maghreb. Pour moi c'était l'Afrique du Nord. C'est fou, mais à 6 ans j'ai découvert vraiment que j'étais en France. Je réalise qu'à l'extérieur du camp, je découvre la liberté. La liberté. Quand j'ai commencé à faire ma première colonie de vacances, j'étais très très heureuse de partir, de découvrir autre chose. Quand je prépare mes affaires pour partir en colonie, on a des habits qu'on nous a donnés de la Croix-Rouge. Et je sors dehors pour laver nos vêtements, ranger notre valise. Je rangeais franchement ma valise impeccable parce que je voulais paraître propre. Cette hygiène c'était vraiment entré dans moi, qu'il fallait que je paraisse nickel. Nickel. Après je sais pas, parce que c'est vrai qu'on a honte un peu de paraître sale, de paraître négligé. Et pourtant, nos parents faisaient tout leur possible pour qu'on soit respectueux, qu'on soit bien tenu et qu'on ne dise pas de gros mots. Et surtout, respecter la personne qui était en face, le français. La première fois de ma vie, je prends le bus, un car. Mais on est tous joyeux, hein. On pleurait parce qu'on quittait nos parents, sûr. Mais d'un côté, on se languait de monter dans ce car. Et une fois qu'on est installé, tout ça, j'étais collée tout le long du trajet à la vitre pour regarder le paysage et l'environnement.
J'étais émerveillée. Et c'est là que j'ai découvert vraiment la réalité, que la vie à l'extérieur est différente de celle qu'on a à l'intérieur du camp. Quand j'arrive dans ces colonies de vacances, on est mélangé avec d'autres enfants de toute origine, d'origine maghrébine, d'Afrique du Nord, aussi des Français d'origine italienne, portugaise, quelques enfants de pieds noirs, mais vraiment des gens classe moyenne, c'était vraiment classe moyenne. Et puis j'étais sauvage, très sauvage, on était tous sauvages. On se disputait beaucoup, on se bagarrait, c'était souvent ça. Et ces enfants se méfiaient énormément de nous parce qu'on sortait des camps. Alors cette psychose, elle est restée très longtemps. En plus, c'est lors des colonies de vacances que j'ai vraiment bien appris à parler le français. Parce que je découvre beaucoup de choses dans les colonies. Et puis aussi de connaître d'autres enfants avec d'autres origines. Leur situation, qu'on n'était pas si malheureux que ça, parce que dans ces colonies, c'était souvent des familles défavorisées. Et souvent, je me disais que nous, on n'avait pas grand-chose, mais que nos parents étaient très maternels, paternels. Et au camp, on était une grande famille où on n'était pas exclus. Dans ce camp, il y a pas mal de matchs de foot qui sont organisés parce que c'est des moyens pour pouvoir s'occuper. Et en allant dans ce match de foot, je vois ma maman qui n'arrête pas de regarder un joueur. Et elle fait connaissance de ce joueur. Quand le soir, il venait à la maison, ma maman, elle me dit, Lila, va ouvrir la fenêtre parce qu'il y a quelqu'un qui va venir. Alors, du coup, quand il toquait à la fenêtre, j'allais directement ouvrir parce qu'il rentrait en cachette pour ne pas se faire attraper. Parce qu'elle avait quand même 6 ans de plus que cette personne et qu'elle avait des enfants. Elle avait 3 filles. C'est un très bel homme. En plus, elle était très fière de lui parce qu'il était cultivé. Parce que bon, ça c'est... il a eu de la chance dans son village en Kabylie. Il a vécu dans une grande ville. Il a pu être scolarisé. Cet homme nous reconnaît, nous les 3 filles de ma maman, comme ses propres filles. Il se marie avec ma mère au camp de Saint-Maurice-l'Ardoise. Quand mon père nous a reconnus, j'étais vraiment heureuse de voir ma mère mariée à quelqu'un. Déjà très gentil avec nous. Il a tout fait parce qu'il était très amoureux de ma maman. Il a tout fait pour nous faire plaisir. Et au niveau scolaire, là ça a été vraiment au top des tops. Il m'a beaucoup apporté. Quand je commençais à écrire, j'avais pas une très belle écriture. Alors il avait acheté des crayons de gris et de couleur parce qu'il était déjà très instruit. Et il me disait, essaye d'écrire avec ton crayon gris, mais ne pas trop appuyer sur ton crayon pour que tu puisses avoir une écriture lisible. Et j'étais heureuse aussi, bon, déjà parce que ma mère, je l'entends plus pleurer le soir, parce que pendant des années, j'entendais ma maman pleurer le soir par rapport à sa solitude. Bon, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'elle était orpheline. Et avec lui, non, elle ne pleurait plus. Ma maman, elle a eu 4 enfants avec mon beau-père. Je suis très proche de mes frères et sœurs. Ce qui est bien aussi avec cet homme, c'est que c'est lui qui s'occupait de tout ce qui était ses papiers administratifs. Ma mère, ne sachant ni lire ni écrire, ça a été une décharge pour moi. En 1971, le camp de Saint-Maurice commençait à se vider
petit à petit. J'ai 9 ans quand on nous a logés dans un appartement sur Bagnols-sur-Cèze. Ça a été que du bonheur. En sortant de ces camps, je découvre vraiment une habitation, même si c'est dans les HLM, quelque chose de merveilleux. Alors l'HLM là sur Bagnols-sur-Cèze, c'est la Citadelle. Notre appartement est au 3e étage, mais ma mère elle a sa cuisine et on a aussi salle de bain, WC. Ça c'est la chose la plus agréable qu'on a pu avoir. On se lavait quand même. C'était à tour de rôle les douches. C'est comme ça, on était famille nombreuse. Et puis j'ai eu de cette chance. Elle m'a donné une chambre que pour moi et j'avais un lavabo dans cette chambre. Heureuse. Mon beau-père, voilà, maintenant c'est mon beau-père parce qu'elle s'est mariée avec lui. Comme il est peintre en bâtiment, il m'avait tout carrelé le devant. Et j'avais une éponge aussi spéciale pour nettoyer mon lavabo. Alors je tenais ça à ce qu'il soit nickel, même pas une goutte d'eau. Avec les enfants à l'extérieur, les HLM, très difficile l'intégration, parce que bon, pour eux, on est des enfants de traite, hein, voilà. Eux, ils font que écouter leurs parents. Les gens qui habitent dans ces HLM, ils disaient à leurs enfants, quand on jouait avec leurs enfants, surtout ne marchez pas avec les enfants de collabo, parce que c'était cette psychose qu'ils avaient sur nous. Il ne faut pas marcher avec ces enfants de khadder, ça veut dire traître. Voilà. Ma maman tombe malade. Elle contracte cette maladie, la tuberculose, qu'elle avait déjà en Algérie et que ça s'est ressorti au niveau de ses ganglions. Elle a été hospitalisée pendant 2 ans. Pendant 2 ans, elle a fait hôpital et maison de repos. Du coup, c'était mon beau-père qui s'occupait de nous le week-end. Et on a été placés. Parce que là, ma maman, elle a été suivie par les services sociaux. On a été placés. Alors, moi, j'ai été placée avec la deuxième de mes sœurs, Gila, dans un foyer. Mes 2 autres frères, un autre foyer. La troisième des filles, un autre, on a été séparés. Et les 2 derniers, au foyer de l'enfance à Nîmes. Quand j'arrive dans ce foyer, ça ressemble à une colonie de vacances, mais c'est pas du tout le même cas de colonie de vacances. Je suis tombée dans des groupes de filles, parcours très très difficile, compliqué, toutes races confondues, maghreb, manouches, c'est des manouches, j'ai retenu ces gitanes. Quelques familles aussi européennes, ukrainiennes même, parce que c'est des pays de l'Est, mais très dur, très dur. Il fallait que j'instaure un petit peu ma loi. Je me suis battue plusieurs fois, et puis je me suis intégrée petit à petit. Je suis arrivée à faire mon empreinte, parce que je sors des camps. Il fallait quand même que je mette mes empreintes dans ce foyer, parce que je savais qu'il fallait que je reste encore là, pour quelqu'un ait. Et le week-end, quand je rentrais à la maison, c'est à partir de là que j'ai vu que mon beau-père commençait à boire. Il avait du mal, il a eu du mal de voir sa femme à l'hôpital, ses enfants dispatchés dans des foyers, et que sa famille encore est restée au camp jusqu'en 1976. Ça a été très dur. Et il s'est mis, à partir de là, à boire de l'alcool. J'ai été très 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 difficile avec mon beau-père. C'était la crise de l'adolescence, on va dire que c'est l'adolescence. J'acceptais pas de voir ma mère à l'hôpital et je n'acceptais pas de voir que la famille se décomposait encore une deuxième fois. En 1976, je fais une colonie. Quand j'étais en colonie, c'est vrai que je savais que ma maman était malade, je savais que mon beau-père était malheureux. J'ai le directeur qui vient me voir
et qui me dit qu'il y a eu un malheur qui s'est produit, que mon père, voilà, est décédé sur la route d'Alès, accident de voiture, et qu'il est ivre. Ça, c'est une chose qui m'a beaucoup bouleversée. Alors ma maman, elle vient nous chercher à l'arrêt des cars. C'était le dernier jour de la colo. Je la vois toute seule. Cette image, elle est très dure. Je suis très contente au fond de moi de la voir. Et quand je sors, je cours après elle, on se serre. Et puis elle me dit cette phrase qui est très dure. Je suis encore toute seule. À partir de là, à partir de ce moment-là, j'ai très triste. Il fallait que je recommence tout. Les papiers administratifs, courir à droite et à gauche parce que ma maman, bon, c'est vrai qu'elle savait pas lire et écrire, mais elle savait pas non plus très bien s'expliquer. Il fallait que je traduise. J'étais jeune, c'était très compliqué pour moi. Voilà, il fallait tout recommencer. Et j'ai été très malheureuse pendant des années par rapport à tout ça. C'est peut-être égoïste de ma part, il fallait tout reprendre. Et j'ai pas tenu. J'ai pas tenu parce que je suis arrivée à un âge où j'avais 16 ans. Je voulais un petit peu m'échapper. Peut-être que c'était une forme parce que j'en pouvais plus. J'ai été exténuée de tout ça. Pour pouvoir m'occuper bien de ma maman, il fallait que je fasse un break sur moi-même. Et j'ai fugué. Voilà, j'ai fugué. J'avais tout prémédité, comme on dit, c'est bête de parler comme ça, prémédité. Quand j'allais au collège, j'avais tous les enseignants. J'ai eu une chance inouïe. J'ai eu toujours des gens qui ont toujours été très proches de moi. Une fois, j'ai eu ma prof de mathématiques qui est venue me chercher à la maison. Ensuite, ce jour-là, elle m'accompagne. J'ai pris mon sac à dos, j'ai pris un petit peu d'argent et elle me dit « Lila, tu peux rentrer en classe, rejoindre tes amis. » Le temps qu'elle gare sa voiture, je prends mon sac, je la regarde une dernière fois et je m'échappe. Et je pars, je fugue. Je pars direction Montélimar chez une amie qui m'héberge quelques semaines. Et ma maman, elle a mis dans le journal du Midi Libre un avis de recherche avec ma photo. Et cette famille, famille d'Arquis, m'ont ramenée chez ma maman. Et ils me déposent devant la porte. Je toque, ma mère me fait rentrer à la maison. Sans un mot, c'est le silence dans la maison. Mes frères, quand ils m'ont vu, mes frères et sœurs tous, ils me sautent dessus, très contents de me revoir. Je pleurais, j'étais contente de les voir, mais je pleurais aussi. C'était des larmes de joie. Et c'est en ce moment-là que j'ai eu un déclic. Je me suis dit, là, je crois que tu peux plus partir. Ta place, elle est là, parmi ta famille, et tes frères, tes sœurs ont besoin de toi. 10 ans après le décès de mon beau-père, toute contente parce que j'étais indépendante, j'avais un petit appartement. Pour une fois, je vis ma vie de jeune, heureuse d'être indépendante, tout en m'occupant quand même de ma famille. Le téléphone sonne, j'ai la voix d'un policier qui me dit Madame Saadi, Lila, votre maman a besoin de vous. C'est tard le soir, c'est 11h du soir, je me suis dit, il y a un souci. J'étais en train de tricoter un pull. Voilà, il me dit, votre maman a besoin de vous, votre frère s'est pendu avec le cordon de son vélo. Pas de mots, rien du tout, je n'arrivais pas à pleurer. Je suis partie aussitôt la rejoindre. Toujours pareil, j'arrive dans cette maison, à Stadel. Je vois ma maman toute seule. Toujours pareil, ce silence fou. Et voilà, j'ai perdu un de mes frères, 15 ans.
J'ai 26 ans quand je rencontre un homme, quelque temps après le décès de mon frère. Je travaille en tant qu'employée de maison dans une grande famille à Bagarre. Et heureuse de le rencontrer. Il a été là au moment où j'en avais le plus besoin. Voilà, parce que je commençais à déprimer. Il m'apporte beaucoup de bonheur. Ouais. Et puis j'ai décidé, par amour, de quitter mon travail sur Alès pour le rejoindre à Beaucaire. Et j'ai un enfant avec lui, mon premier enfant, Dimitri. Et je travaille pour la mairie de Beaucaire en tant qu'ASEM. Quand j'ai eu mon deuxième enfant, Julia, c'est 9 ans après, j'enclenche mes démarches au niveau de mes recherches pour mon père biologique. J'ai commencé à écrire mon journal intime en me posant des questions et en posant des questions à ma maman par rapport à ce père biologique. Et là, j'ai commencé à faire mes recherches aussi auprès des services des harkis, en contactant des associations de harkis et tous les témoignages de ma maman que j'ai écrits dans mon journal intime. Je retrouve ces traces en 2010 et je trouve l'identité de mon père biologique. C'est un ancien officier et c'est lui qui s'est occupé de ma maman en Algérie. Mais manque de peau, quand j'ai découvert son identité, j'ai su qu'il était décédé en 2007 et que quand j'ai commencé mes démarches, c'était en 2010. Quand j'ai su que mon père biologique était décédé, j'ai été quand même triste parce que je l'ai quand même raté de quelques années. J'ai été quand même, c'est bête de le dire, contente parce qu'il a vécu jusqu'à 96 ans. Ouais. C'est vrai que c'est un bel âge. Mais j'étais contente, personnellement, parce que j'ai retrouvé quand même les traces de mon père. Je sais d'où je viens, qui je suis et que surtout que je ne suis pas née sous X. Et ça a été une chose qui a été très très importante pour moi. Ma maman me dit souvent que j'étais née dans de bonnes conditions avec ce capitaine. Voilà. Que ça n'a pas été, comme on peut dire, forcé. Voilà. Je contacte la famille de mon père biologique et je tombe sur un homme, c'est mon demi-frère, le fils du capitaine. Et quand je lui parle un petit peu de la situation, il n'était pas très ravi. Il m'a dit, vous êtes en train de me déshonorer ma famille. Et du coup, je n'ai plus rappelé cette personne. Nous, les enfants de la deuxième génération des descendants d'Harkis, on a ce travail, c'est un devoir de mémoire pour nos anciens, pour nos parents, de ce qu'ils ont vécu là-bas, ici. C'est un travail aussi pour pouvoir faire connaître notre histoire, parce qu'elle est très mal perçue et pas assez connue, et c'est un devoir pour nous, pour nos anciens. Une grosse majorité de notre deuxième génération, ça a été très difficile pour nous, pour pouvoir travailler avec ce qu'on a envie de faire. Par contre, j'ai eu cette chance inouïe de travailler dans une école maternelle. C'est une institutrice qui m'a dit, tu sais, Lila, tu n'as pas connu l'école maternelle, mais tu travailles dans une école maternelle. Les camps, pour moi, ça a laissé des cicatrices très profondes. Mais bon, j'ai eu beaucoup de chance, il faut dire ce qui est. J'ai eu beaucoup de chance, que j'ai toujours été bien entourée. J'ai toujours eu des personnes qui m'ont beaucoup soutenue, aidée pour que je puisse sortir de tout ça. Je suis très très fière de ma diversité,
qu'auparavant, non, j'avais un peu honte. Maintenant, non. Non, parce que cette diversité m'a apporté beaucoup, beaucoup. Là, prochainement, je vais partir en Kabylie avec ma maman, parce qu'elle veut y aller pour faire son dernier pèlerinage. Elle a 85 ans. Et me raconter aussi quelques trucs pour qu'elle puisse, elle, se libérer et moi, compléter mon passé. Là, je travaille avec d'autres enfants harkis sur ces enfants qui sont décédés au camp de Relzat, qu'on retrouve pas les ossements, dont mon petit frère, ce petit garçon que j'ai surnommé le petit de Relzat, que maman a eu au camp de Relzat. Et on a créé un collectif pour toutes les familles qui ont perdu un défunt dans ce camp. Et j'espère que on pourra retrouver ces ossements, et pour que nos parents et puis nous aussi, parce que c'est des séquelles, qu'on puisse faire notre deuil dignement. Lila au micro d'Alice Guillonnet pour La Petite Histoire. C'était un épisode spécial de notre Petite Histoire. Merci de l'avoir suivi. Vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à la partager autour de vous et à vous abonner à notre podcast pour être au courant de chaque sortie d'épisode de La Petite Histoire. Et nous, on se retrouve dans quelques jours avec un nouvel épisode. Salut. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com